Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avant de recevoir Sophie Audugé, notre invitée vidéo, évidemment, il faut que mon partenaire Nicolas Vidal nous rejoigne de nouveau. Nicolas Vidal qui est avec nous depuis ce matin. Bonjour, rebonjour Nicolas. Bonjour Sophie Audugé, bonjour. Voilà, on va changer, on va tourner une page, on va arrêter la guérilla un temps et aller voir une autre guerre tout de suite. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. C'est la guerre d'une association qui milite pour l'amélioration du système éducatif français, qui milite pour défendre l'éducation, les enfants, et qui est pourtant, elle, en guerre contre l'administration fiscale, le fisc. On va en parler tout de suite. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour à tous. Alors je rappelle, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation et spécialiste de l'éducation. Et vous venez aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme parce que SOS Éducation est en danger. Alors avant de raconter ce qui vous arrive, je voudrais que vous rappeliez les différents combats que vous avez déjà menés. On vous a déjà reçu ici à ce sujet, les différents combats de SOS Éducation. Alors oui, SOS Éducation est une association loi 1901 d'intérêt général qui à ses activités qui relèvent du champ éducatif. SOS Éducation est né en 2001, donc c'est plus de 20 ans, et SOS Éducation a commencé son action par défendre en fait l'instruction. SOS Éducation a dans la base même de sa création, de son identité, la volonté de défendre une école qui instruit, une école qui est fermée aux idéologies, une école qui est un sanctuaire, c'est-à-dire dans laquelle les enfants sont accueillis et protégés. On a tendance à faire référence à la formule de Jean Z des querelles des hommes. Et c'est un espace dans lequel toutes les conditions doivent être assemblées pour que l'enfant se sente aimé, entendu, pour apprendre. Et SOS Éducation a eu des premiers combats. Le premier, ça a été évidemment les combats pour une meilleure instruction de la lecture. On a été la première association, après les premiers résultats catastrophiques de PISA en 2001, à défendre et à rappeler que pour apprendre à lire, il faut que les enfants et les enseignants pratiquent la méthode dite syllabique. Nous avons été les premiers à défendre également l'apprentissage des mathématiques avec des méthodes de manipulation. On a défendu toutes les méthodes éprouvées d'apprentissage de la langue, des sciences. Et puis, on a eu également un très grand combat qui a été sur l'apprentissage chronologique de l'histoire et la géographie de notre pays. Et puis, dans les années qui ont suivi, je dirais à partir de 2005-2006, on a pris d'autres combats, notamment les luttes contre les violences en milieu scolaire, toutes les violences. On a été les premiers à créer un observatoire de la souffrance des professeurs. On a défendu, évidemment, toutes les politiques éducatives qui servaient l'intérêt supérieur de l'enfant et son instruction. Et on s'est opposé à toutes les politiques éducatives qui allaient à l'encontre de l'instruction et à l'encontre des intérêts supérieurs de l'enfant. Et là, un exemple, vous avez notamment participé, lancé une pétition sur la circulaire Blanquer. Alors absolument. Plus récemment, nos derniers combats, je dirais dans les 3-4 dernières années, ont été de s'opposer à l'interdiction de l'instruction en famille, puisqu'il y a, là, on bafoue littéralement, la première liberté fondamentale de tout citoyen, c'est d'être le premier éducateur de son enfant. Donc on interdit aux parents de choisir le mode d'instruction de son enfant. On s'est opposé à l'écriture inclusive, évidemment. Donc vous êtes opposé à l'interdiction de l'éducation. On est opposé à l'interdiction. Que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Oui, d'accord. SOS Éducation défend tous les modes d'instruction. On considère que le système éducatif français a cette formidable richesse, c'est qu'on a plus de 80% des enfants qui sont instruits à l'école publique, et c'est pour ça qu'SOS Éducation défend une école publique exigeante pour tous, mais également SOS Éducation défend fermement le fait que le parent doit pouvoir choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à son enfant, c'est-à-dire l'école publique pour plus de 80% d'entre eux, mais également l'école privée sous contrat, l'école privée hors contrat et l'instruction en famille. On sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour certains enfants, donc évidemment on défend cette position-là. On s'est opposé donc et on défend d'un point de vue général la langue française et le respect de la langue française, donc on a été évidemment en première ligne pour lutter contre l'écriture inclusive qui commençait à infiltrer l'école. On a également lutté et on lutte encore pour qu'on interdise l'écriture inclusive partout dans les administrations et notamment dans les universités où elle est une pratique courante quand elle n'est pas tout simplement demandée par les enseignants. On s'est opposé également évidemment à la circulaire Blanquer
qui prend fait et cause pour l'idéologie d'affirmation du genre à l'école, puisque c'est contraire évidemment à l'intérêt supérieur de l'enfance, qu'on sait plus maintenant, nous on s'y est opposé dès qu'elle a été publiée, c'est-à-dire il y a plus d'1 an Est-ce que maintenant. vous pouvez rappeler ce que c'est que cette circulaire Blanquer exactement ? Alors la circulaire Blanquer est une circulaire qui considère que l'idéologie du genre, c'est-à-dire le fait pour un enfant, quel que soit son âge, je précise quel que soit son âge, c'est-à-dire dès la primaire, voire la maternelle, Oui, même en maternelle. Ouais. voilà, est capable, de manière éclairée, de considérer que le sexe de naissance, son sexe biologique, c'est un féminin ou masculin, n'a pas de réalité et qu'il peut autodéterminer le genre qui est le sien et que le sexe suivra. Donc évidemment, tout cela procède d'une idéologie qui est très en place depuis plus de 10 ans dans les pays du Nord et dont ces pays-là d'ailleurs font tous marche arrière. Nicolas Vidal. Oui, bonjour Sophie Dugé. C'est extrêmement intéressant, effectivement, ces combats-là. Ils sont civilisationnels, bien entendu. Je voudrais revenir aussi sur SOS Éducation par rapport à ça. Une question rapide sur la liberté d'instruction. Est-ce que ça veut dire finalement, vous militez pour la liberté d'instruction, c'est-à-dire aussi à domicile, et c'est sur ce thème-là, à domicile, c'est-à-dire que les parents qui sont là-dedans, selon vous, est-ce que c'est parce qu'ils estiment que l'école publique, notamment, ne remplit plus ses missions d'ordre régalienne ou d'instruction ou d'émancipation, que les parents, pour une certaine part d'entre eux, veulent à un moment donné récupérer les enfants pour pouvoir les instruire à domicile et donner des cadres qui seraient plus intéressants que l'école publique. C'est une question pour vous, Sophie Dugé. Oui, alors effectivement, certains parents avancent ce motif-là, motif d'ailleurs qui a été avancé de manière beaucoup plus importante avec la crise du Covid, puisqu'il y a carrément des parents qui ont décidé de faire l'école à la maison parce qu'ils refusaient catégoriquement que leur enfant apprenne à lire ou à écrire avec un masque pour eux et également pour l'enseignante. Donc on a vu là clairement en fait une sortie d'enfants à ce moment-là. On a vu également une autre sortie d'enfants, c'est quand le ministère, parce qu'il faut savoir que le gouvernement a quand même mis en place depuis 5 ans ils ont bafoué les libertés des parents et l'autorité parentale d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Enfin là, on vit depuis 5 ans quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant. Et notamment au nom de la lutte contre la séparation, le séparatisme. Absolument, c'était la lutte contre le séparatisme, mais ils ont également rendu l'instruction qui est obligatoire dès 3 ans, ils ont rendu la scolarisation qui est obligatoire dès 3 ans. Oui. Et là, par rapport à la question de Nicolas, là également, on a vu un vrai mécanisme. C'est-à-dire que les parents qui considéraient que de 3 à 6 ans, il était préférable de garder l'enfant à la maison pour respecter son rythme biologique et pour, quand ils le peuvent... Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une vraie question là-dessus, en plus, le rythme biologique. Oui, absolument. Oui. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est de la communication et de la manipulation, parce qu'on sait très bien que déjà 98 à 99% des enfants sont scolarisés avant 6 ans. On le sait très bien, les chiffres sont extrêmement clairs là-dessus. Donc en fait, c'était un effet d'annonce, mais ça a quand même enquiquiné un certain nombre de parents qui avaient fait d'un choix personnel, d'un choix de vie, de prendre le temps d'accompagner leurs enfants entre 3 et 6 ans, ce qui est leur droit le plus strict, et où là, l'État a considéré que non, ils n'avaient pas à le faire, parce qu'ils n'étaient pas incapables de l'imposer, évidemment, à des familles qui sont plus éloignées de l'école, des familles dans lesquelles on ne parle pas français. Et pourquoi ils ont imposé la scolarisation obligatoire à 3 ans ? Parce qu'on sait que dans les familles qui ne parlent pas français, il y a un déficit d'accès au langage, puisque le langage se stimule mais ne s'apprend pas. Et que si le langage n'est pas stimulé à partir de l'âge de 3 ans, on a un risque d'échec manifeste à l'école. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce sont des enfants qui auront énormément de mal à réussir scolairement. Enfin, oui, mais là, vous voulez dire que finalement, ils avaient une bonne raison de... Ils avaient une bonne raison, mais bien sûr qu'ils avaient une bonne raison, mais ils n'avaient aucune raison de la poser à tout le monde. Et c'est tout le problème de l'école aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend des exceptions pour imposer à l'ensemble de la population des pratiques qui sont totalement liberticides et qui sont, dans la plupart des cas, contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur la circulaire Blanquer. Donc, c'est pareil, là, c'est accompagner dès la maternelle un enfant. Alors, répétons bien pour que les auditeurs comprennent que dès la maternelle, selon Jean-Michel Blanquer et sa circulaire, il faudrait pouvoir accompagner un enfant qui souhaite, qui émet le souhait de changer de sexe, en fait, c'est ça, ou qui se reconnaît dans un autre genre, on va dire. Alors, absolument. Ce qui est très pernicieux, en fait, c'est que cette idéologie qui est infiltrée depuis plusieurs années, il faut savoir que les associations qui défendent ces idéologies ont contribué en fait à un protocole d'infiltration de l'État français
par des liens politiques. D'accord ? Un protocole qui est disponible. Nous, on l'a publié dans la note qu'on a fait sur ce dossier-là, puisqu'on fait des notes extrêmement étayées à chaque fois qu'on prend position sur un sujet pour expliquer pourquoi. Ça peut peut-être expliquer, après, on va parler de deuxième étape, le fait que vous soyez dans le viseur de l'État. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a un protocole qui a été publié en 2018, qui est un protocole de lobbying international pour infiltrer, en fait, les pouvoirs politiques de manière à faire voter des lois pour atteindre les enfants. Ça, c'est un document qui existe. On pourra vous le donner, comme ça vous le mettrez en lien. Attendez, que les choses soient bien claires. Donc, vous avez révélé dans une note, SOS de 90 pages, que l'État est infiltré aujourd'hui par des lobbying, et vous montrez cette constellation. Il y a en fait on va dire un rapport international dans lequel plusieurs associations LGBTQ+, de plusieurs pays d'Europe représentent et sont présentes, expliquent comment ça se passe en France, expliquent comment eux, ils font passer le message des droits LGBTQ+, et notamment l'idéologie transaffirmative. Et ce rapport prend pour titre « Et maintenant, les jeunes ». Ça n'est pas plus éloquent. Et dans ce rapport, il est explicitement formulé comment ils vont faire pour que l'idéologie transaffirmative soit plus présente dans les pays. L'un des pays ciblés était la France, pour des raisons évidentes économiques, qu'on comprendra bien, puisque derrière tout ça, il y a évidemment une industrie pharmaceutique, des bloqueurs de puberté, des hormones inversées, et puis la chirurgie esthétique qui est en train d'exploser sur ce motif-là. Donc, si vous voulez, cette association d'ailleurs qui était représentative dans le cadre de ce regroupement d'associations et de lobbying international est une association qui est citée dans la circulaire de Jean-Michel Blanquer, qui est une association qui a l'agrément de l'Éducation nationale. Qui est citée comme modèle, enfin je veux dire comme une référence. Qui est contributive de la circulaire. C'est-à-dire qu'elle donne des éléments. Les choses sont claires. Elle co-rédige la circulaire de Jean-Michel Blanquer, circulaire de 11 pages. Chacun peut aller lire et verra effectivement confirmera ce que je disais. Et donc cette association, elle est agréée, ce que n'est pas SOS Éducation. Nous, on a fait une demande d'agrément qui est en attente depuis plus de 18 mois, alors que le délai normal est 3 mois. On a fait des relances où on a demandé à l'époque encore à Jean-Michel Blanquer comment ça se faisait que nous, notre demande était au placard et que les autres... Oui, mais attendez, ne vous étonnez pas, parce que continuons la fin de l'histoire sur la circulaire Blanquer. Vous révélez, vous voyez cette note, et on voit la constellation qui infiltre l'État français lui-même. On voit d'ailleurs les liens directs, puisque Nicolas Vidal, j'allais dire Jean-Michel Blanquer... S'il vous plaît, merci. Jean-Michel Blanquer cite cette même association. Et vous faites une pétition qui a un très grand succès, qui rencontre un très grand succès contre cette même circulaire. Et vous dénoncez tout ça. Donc forcément que vous n'allez pas avoir votre agrément tout de suite. Alors oui, mais bon, on pourrait espérer dans un état de droit quand même. Oui, état de droit. On est quand même dans un état de droit. Sortons le drapeau état de droit, c'est le moment. Oui, la France, l'exception culturelle, l'exception intellectuelle française. Vous voyez. Bon, nous, en l'occurrence, on y croit, parce que sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Donc, on continue à y croire. Continuez d'y croire. Et peut-être qu'effectivement, ça amènera à la perte de SOS Éducation. Mais en tous les cas, on ne veut pas, si vous voulez, on ne s'ajuste pas, en fait. Voilà. Quand on a vu cette circulaire, nous, SOS Éducation, on est une petite association, on a très peu de moyens. Vous n'avez pas cédé. On ne touche pas un euro de subvention. On est financé que par des dons privés, des petits dons, des gens qui ont envie de défendre l'école. Et en fait, on a consacré 4 mois à analyser exactement la situation de la transidentité, de comprendre quelle était la réalité de cette souffrance qui concerne 1 sur 20 000 personnes environ, 1 sur 20 000 jeunes filles et puis 1 sur 10 000 garçons. Et on a pu démontrer, avec toutes les études internationales, les documentaires qui existaient, que cette approche affirmative, chez des enfants, elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, évidemment, puisque dans plus de 80% des cas des enfants qui vont avoir à un moment dans leur histoire ressentir ce questionnement, ils vont se réconcilier avec leur corps et ils vont vivre une vie tout à fait sereine. Et donc, il est aberrant, d'emmener un enfant, c'est-à-dire en le laissant se montrer aux autres, se valoriser dans un phénomène en plus qui est un phénomène de mode. Tous les médias en parlent, c'est super in d'être trans. Donc quelque part, on contraint, on enferme un enfant dans une autodéfinition, une autoproclamation dont on sait pertinemment
qu'elle est contraire à son intérêt. Et là, on a un problème fondamental dont on a déjà parlé ensemble, Clémence, c'est qu'on inverse complètement les rôles. Je veux dire, l'enfant devient un adulte en miniature de qui on peut rien discuter, et puis le parent, l'adulte, lui, devient un enfant à qui on parle comme s'il avait 3 ans et demi à peu près quotidiennement, surtout quand on lui demande de mettre des pullovers. Voilà. On l'a vu tout ça, d'ailleurs, on l'a vu notamment pendant la période de la Covid, l'enfant, de plus en plus tôt, avait le droit de décider de sa propre vaccination sans le consentement des parents. Voilà, donc l'enfant est responsabilisé, tandis que le parent est déresponsabilisé de son côté. Absolument, et puis on met l'enfant dans une position d'adulte qui n'est pas la sienne, c'est pas un adulte en miniature, et par contre on infantilise les parents. Mais quand il s'agit de protéger les enfants à l'école dans pleine période Covid, alors là par contre on dit aux enfants, écoutez, il faut que vous protégiez les adultes. Ouais. Ah oui, et vous êtes responsable. Ah oui. Nicolas Vidal. Alors, dépôt trop miné, moi j'ai lu la circulaire Blanquer, c'est très très confus effectivement, je partage votre avis là-dessus. Finalement, Sophie Audugé, si je lis bien, c'est-à-dire qu'on fait la promotion de la transidentité, selon vous, plus de l'excellence, et en plus, vous allez me le dire, on essaye finalement peut-être de déraciner l'enfant de l'éducation parentale, de l'autorité parentale. C'est ça aussi qu'il y a derrière. Et pour quel projet ? Voilà, pour quel projet ? Alors oui, c'est évidemment ça qu'il y a derrière, bien sûr. C'est-à-dire que, regardez, sur la circulaire Blanquer, en fait, on vous dit, vous avez un enfant, quel que soit son âge, qui vous dit qui se sent homme alors qu'il est né avec un sexe de petite fille, et vous êtes obligé d'accueillir la parole de l'enfant quand vous êtes enseignant. Tout le personnel éducatif est obligé d'accueillir la parole de l'enfant. Il ne peut pas la questionner, d'accord ? Il n'est même pas obligé de prévenir les parents, d'accord ? Il ne peut pas prévenir les parents sans l'accord de l'enfant, quel que soit l'âge. Et on lui dit que c'est très important de ne surtout pas poser de questions à l'enfant, qu'il faut accepter que c'est important, parce que s'il n'acceptait pas, il serait de nature à le mettre en danger. Donc vous imaginez la responsabilité que vous faites poser à l'ensemble des adultes de la communauté éducative quand vous lui donnez des injonctions comme ça à l'encontre des parents. Alors la communauté éducative, elle peut en parler que si l'enfant en donne l'accord. Donc déjà, ça place la communauté éducative dans une relation finalement de psy, alors qu'elle n'est pas habilitée, évidemment, de responsabilité. Imaginez que cet enfant aille très mal et qu'ensuite il fasse l'irréparable. Les parents seraient tout à fait légitimes à dire, mais apparemment, j'ai vu dans un cahier, dans un truc, il en avait parlé au professeur. Comment ça se fait que vous ne m'avez pas prévenu ? Vous n'avez pas été capable de le protéger. Donc ça met tout le monde dans une situation absolument improbable. Et puis ça met quelque part une suspicion sur le fait que le parent ne serait pas capable de savoir ce qui est bon pour son enfant, qu'il ne serait pas capable d'écouter son enfant. Tout ça sans qu'il n'y ait aucune formation faite pour l'ensemble de la communauté éducative sur ce qu'est effectivement ce qu'on a appelé une entre guillemets souffrance véritable, résistante, durable de dysphorie de genre, c'est-à-dire d'un sentiment profond entre une dissociation entre le sexe biologique et le sexe psychique, qui est une réalité physiologique et psychique connue depuis plus de 100 ans et documentée. Oui. Alors, on continue de parler de votre combat, Sophie Audugé, de votre combat pour défendre les enfants et aujourd'hui de votre combat contre l'administration fiscale. Parce que, chers auditeurs, vous l'avez peut-être vécu aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler, 01 86 223 113. Si vous aussi, vous sentez que vos prises de position, peut-être un petit peu opposées à celles du gouvernement, entraînent certaines difficultés, et notamment, pourquoi pas, avec le fisc. On en parle, ça, c'est juste après 9h, mais d'abord les informations avec Marwan Mioubi. Ligne droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, et puis évidemment avec notre cher Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Alors Sophie Audugé, vous nous avez bien expliqué, on a bien compris vos combats, et notamment ce dernier combat sur les dangers pour l'enfant d'être encouragé à une forme de transition de genre, de sexe, on appellera ça comme on veut. Et il se trouve que vous menez un autre combat sur le terrain de l'administration fiscale, celui-là. Pourquoi ? Alors, ça, c'est la grande question. Pourquoi un tel acharnement ? Parce que vraiment, acharnement, il y a. Vous allez nous raconter un peu ce qui vous arrive. Alors, tout à l'heure, vous nous racontez rapidement que vous n'avez pas votre agrément, alors que normalement, il faut à peu près 3 mois pour avoir un agrément. Mais là, c'est allé beaucoup plus loin que ça. Alors oui, en fait, là, l'agrément, on va être très honnête, nous, on l'a demandé très récemment
parce que dans le cadre de l'acharnement et des multiples contrôles dont l'association a été victime, j'emploie le terme de victime volontairement, si vous voulez, on nous a fait passer le message, notamment sur le rapport des contrôleurs fiscaux, que en gros, si on a vu l'agrément de l'éducation nationale, ça aurait été différent, ce qui est quand même une violation absolue de la liberté d'expression et la liberté d'association. Oui. D'accord ? Donc c'est juste, on s'est dit avec notre avocat Maître Delsol, on s'est dit, écoutez, puisqu'ils disent qu'il aurait fallu l'avoir, on va le demander, comme ça on pourra prouver qu'on l'avait demandé et qu'évidemment, à nous, on ne le remet pas. Mais en réalité, si vous voulez, pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui à SOS Éducation, qui est donc qui subit une mort programmée par asphyxie financière, puisqu'on nous demande une amende d'1 600 000 euros, infondée juridiquement, exorbitante et infondée juridiquement. On va repartir du début. En fait, il faut remonter avant les élections, en fait. Moi, je ne suis pas encore déléguée générale de SOS Éducation, parce que je vais arriver en même temps que la Cour des comptes, mais l'association subit une tentative d'infiltration qui échoue. Et infiltration par qui ? Par des personnes faisant partie de cercles de pouvoir. Oui. On en est sûr maintenant. Nous en sommes sûrs maintenant. Mais là-dessus, je pense que ça serait... Bon, voilà, moi, c'est difficile pour moi parce que je n'étais pas là. Donc en tout cas, je lis le témoignage de Sylvain Marbach. Alors, expliquez-nous qui est Sylvain Marbach. Alors, c'est le président de l'association aujourd'hui et l'un des fondateurs de l'association. Alors, lui, il parle de menaces téléphoniques, de mobilisation d'huissiers pour freiner l'action de SOS Éducation. Et puis, il y a une falsification de documents pour enrayer le conseil d'administration jusqu'à ce projet, dit-il, d'infiltrer l'association pour y prendre le pouvoir et la vider de sa substance. C'est déjà des choses très graves. Donc ça, c'est un premier élément. C'est un premier élément. Ils s'en rendent compte. Donc, ils font, entre guillemets, avorter l'infiltration. Et puis, les personnes qui ont tenté cette infiltration vont vraiment leur poser tout un ensemble de problèmes jusqu'à déposer une plainte au procureur de la République. Plainte qui sera classée sans suite. Ils en sont là. Ils décident de redéployer l'association. Ils recherchent une déléguée générale. Ils me choisissent. Et moi, j'arrive dans l'association en mars 2019. Et une semaine avant que j'arrive, Sylvain Marbach me contacte et me dit « Écoutez, je suis très ennuyée. On vient d'apprendre que la Cour des comptes arrivait pour faire un contrôle de l'association. » Bon, moi, je n'étais au courant de rien sur l'infiltration, etc. Et il me précise, ils nous ont dit qu'ils se mettaient à faire des contrôles pour les petites associations. Donc, on en reste là. Moi, j'arrive, on accueille la Cour des comptes qui nous maintient, que c'est juste parce que, ils se sont dit que maintenant, ils allaient faire des petits contrôles, entre guillemets, des contrôler des petites associations, ce qui n'est pas du tout possible. Habituel. Pas du tout habituel et pas possible. C'est-à-dire que leur protocole même de contrôle n'est fait que pour des énormes associations avec des exigences en termes de procédures qui ne sont pas applicables à des associations, je vais même dire de moins de 20 ou 50 personnes. Donc, on les accueille. Là, moi, j'arrive. La gouvernance est très volontaire, en fait, en se disant c'est une occasion unique, en fait, de tout remettre à plat. Donc, très bien, on y va. Ça se passe très bien. On nous dit qu'il y en aura pour 6 mois. Donc, on commence. Tout est ouvert. Ils sont dans les bureaux, à 2, à 3 parfois. Les placards sont ouverts. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a zéro problème. On répond à toutes leurs questions. Ils nous font des remarques tout à fait pertinentes. Et on précisez quand même qu'il y avait parfois plus de personnes pour faire le contrôle que de salariés de l'association. Alors oui, parce que ça, c'est que le début. Mais au bout de 6 mois où ça devait s'arrêter, on nous annonce qu'on va rajouter 1 an. Donc là, on est très surpris. On se dit, c'est bizarre. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour des comptes, comme n'importe quel contrôle dans une association d'intérêt général comme SOS Éducation, qui a le droit... pour la Cour des comptes, quel argent quel argent nous avons Attendez, vous allez voir. Et on n'est même pas... Enfin, nous, il faut savoir qu'SOS Éducation a demandé son agrément pour obtenir l'éligibilité et donc la possibilité d'émettre des reçus fiscaux dès 2002. Et qu'on l'a obtenu. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'associations. SOS Éducation a eu le droit d'émettre des reçus fiscaux sur la base de son objet social qui n'a pas changé depuis 20 ans, qui est toujours les mêmes, et sur la base des mêmes activités qui n'ont pas changé non plus depuis 20 ans. Or, la loi n'a pas changé non plus depuis 20 ans. Il n'y aurait aucune raison que la décision change. Donc, la Cour des comptes vous rajoute 1 an. Nous dit, on rajoute 1 an en juin, et là, on part en vacances. 1 an d'enquête. Voilà, on part en vacances en croulant sous les demandes de la Cour des comptes, et le 15 août, recommandé, on vous envoie la brigade d'intervention rapide de la Direction nationale des enquêtes fiscales. Oula. Donc ça, c'est mauvais signe en général. Alors, c'est pas départemental, c'est pas votre centre des impôts, c'est le national. Il n'y a pas plus haut et il n'y a pas plus rapide, il n'y a pas plus déterminé à trouver des choses. Ils arrivent donc en septembre. Donc ça, en plus, on note les courriers, c'est 15 août. Ils arrivent en septembre et là, on entre en absurdité totale. C'est-à-dire que
ils vont évidemment rechercher ce que la Cour des comptes recherche. C'est-à-dire quand vous êtes une Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait quand vous êtes une association d'intérêt général comme nous, on va vérifier si vous vous adressez à un cercle large de personnes, ce qui était le cas d'SOS Éducation, puisqu'on on touche plus de 100 000 personnes qui suivent nos actions, participent à nos actions, sont donateurs, etc. Donc on s'adresse à un cercle large de personnes. Donc là, ils repartent bredouille, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'on s'adresse à un cercle restreint de personnes. Deuxièmement, on va vérifier si votre gestion est désintéressée. Voilà, je peux vous assurer qu'ils sont allés partout. Et ils sont obligés de convenir que la gestion est désintéressée. Désintéressée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les membres de la gouvernance n'ont pas d'intérêt financier à l'association. Donc elle est bien à but non lucratif et d'intérêt général. Donc ça, ils le vérifient avec un niveau d'investigation surréaliste. Là, ils étaient combien pour faire cette enquête de 1 an de plus chez vous? Alors, c'était 1, 2, ensuite, ils étaient 2, ils étaient 3, il y avait des gens qui venaient, quand c'était pas assez dur, ils en mettaient un autre. On a même eu quelqu'un qui a été détaché pour toute la question des bases de données. On nous a demandé les bases de données de tous nos donateurs. On a été obligés, nous, on a refusé de leur donner, donc on a demandé de faire des cryptages. On leur a fait signer une attestation comme ça, comme quoi ils les avaient, remis en main propre, etc. Enfin, on est arrivé dans un système, si vous voulez, qui n'est pas... Moi, clairement, je n'aurais pas vécu personnellement. On me le raconterait. Vraiment. Je ne suis pas sûre que je serais capable d'y croire. En fait, on dit souvent... Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Là, on a l'impression que vous êtes, je sais pas moi, une mafia grave de revente de drogue, quoi. Ah non, mais c'est exactement. Et c'est l'impression qu'on a eue. Et donc, ils ont cherché sur ces et ils n'ont pas trouvé de drogue. Et ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire que la comptabilité, ils ont essayé à un moment de dire, mais la comptabilité n'est pas probante. Donc là, on a prouvé que si. Donc ils ont dit, ah oui, c'est vrai, bon, d'accord, la comptabilité est probante. Oui. Ensuite, ils avaient écrit sur des rapports, parce que si vous voulez, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est des rapports de 90 pages, 100 pages, qu'on a intégralement annoté. Oui, c'est ça, il faut tout relire. On a pour été une petite association, c'est quand même très très lourd. On a passé un temps infini. On a justifié le moindre vous auriez dû couler là, si vous n'aviez pas été... non, mais c'est sûr, évidemment. S'il y avait eu la moindre chose, on aurait coulé là. Et puis, évidemment, il n'y a rien. Alors, on a eu quand même le coup aussi qui était quand même assez drôle, c'est qu'on avait des comptes à l'étranger. Donc, on voit ça sur le rapport, on se dit, mince, on a des comptes à l'étranger. C'est embêtant quand même. Alors, en fait, c'était juste parce que pour acheter les livres d'SOS Éducation, les personnes qui voulaient les acheter sur Internet passaient par le compte PayPal pour le paiement. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que d'abord, évidemment, c'était un compte PayPal et que c'était pas un compte à l'étranger, et qu'en plus, il y avait tellement peu de ventes de livres qu'on était en dessous des seuils, qu'on n'avait même pas à les déclarer. Et par exemple. Oui, le compte PayPal, c'est même pas vous, ça dépend pas de vous. Donc mais bien sûr. Non, mais même si vous voulez, dans l'absurdité totale, une fois que vous avez dit, c'est un compte PayPal, donc ce n'est pas un compte à l'étranger, et que vous vous dites, mais au fait, c'est quoi les niveaux, les seuils, et que vous vous rendez compte que les seuils, vous étiez en dessous, que vous n'aviez même pas à le dire et à le mentionner, vous êtes quand même là dans une détermination à nuire, puisque ces gens-là sont quand même les meilleurs experts de la fiscalité et du contrôle. En fait, là, on comprend qu'ils cherchent la petite bête. Tout ce que nous, on découvre. Mais sauf qu'ils voient bien qu'à chaque fois, vous avez réponse. Nous, on a réponse, mais à chaque fois que nous, on découvre, on sait qu'en face, ils savaient très bien, avant qu'on le découvre, qu'ils avaient tort. Donc, on est bien dans une intention de nuire. Oui, c'est incroyable. Et quand on arrive à être au bout du truc, si vous voulez... Un tel acharnement, franchement, Et on se retrouve à une réunion, où là, moi, je vais même vous dire, très honnête, parce que c'était en huis clos, où le contrôleur fiscal me dit, écoutez, Madame Audugé, en fait, le problème, c'est que vous n'êtes pas du champ éducatif. Je dis, comment ça, on n'est pas du champ éducatif? Non, vous n'êtes pas du champ éducatif parce que vous ne transmettez pas un savoir, et vous ne le transmettez pas à des élèves. Oui, non, mais vous n'êtes pas professeur, quoi. Vous plaisantez, je comprends pas. Depuis quand le champ éducatif se définirait de cette manière-là? Écoutez, je l'ai vu dans le Larousse. Non, mais c'est une blague. Non, mais vraiment, c'est une blague. Ah non, pas du tout. Mais je lui dis, attendez, dans ces cas-là, vous avez qu'à dire à WWF qui défendent pas les baleines parce qu'ils sont pendant les bureaux. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Qui sont pas sur la mer, oui. Oui, c'est quand même surréaliste. Et là, je me rends compte, alors il faut savoir qu'on était toujours deux. On était toujours deux parce qu'on a très vite compris qu'on était dans un truc qui nous dépassait complètement. Donc on était toujours deux pour qu'il y ait toujours un témoin. Et donc là, avec la personne qui était témoin avec moi, on était sidérés, si vous voulez, complètement sidérés de cette personne en face de nous qui était en train de nous maintenir cette position-là. Et au début, on s'est dit, ils vont pas le tenir parce qu'on a avancé des arguments, on a notre avocat a très vite mis en face des jurisprudences, rappelé l'intention du texte, si vous voulez, qui était justement le champ éducatif, c'est très large, pour justement embrasser tout ce qui relève de l'éducatif et de donner la possibilité, parce que c'est ça l'objet du régime du mécénat, c'est-à-dire à des gens du peuple, de choisir de faire des dons à une association dont ils ont la garantie que le propos, il est
totalement indépendant et libre. Non, mais moi qui travaille, enfin, vous intervenez ici, il n'y a pas de doute du tout que vous êtes dans le champ éducatif. Donc, encore une fois, là, on marche en absurdité totale. Donc, ok, on comprend l'acharnement total vis-à-vis de vous. 1 an de plus d'enquête des meilleurs au niveau national. Et combien de personnes tous les jours, presque 2 de façon systématique tous les jours. Tous les jours pendant vous plusieurs imaginez mois. déjà, pardon, mais Nicolas Vidal, l'argent que ça coûte. Tout ça pour une association de... Oui. Et d'ailleurs, vous savez qui dirige la Cour des comptes, hein? Vous savez, Pierre Moscovici. Oui. Voilà. Mais j'ai une question, Sophie Audugé, là-dessus, moi. On a entendu et c'est édifiant, stupéfiant. La réalité, c'est quoi? C'est que vous y mettez derrière de quoi? De la rétorsion? Parce que est-ce qu'on peut parler finalement d'une menace sur la liberté d'association, une menace sur la liberté d'expression? Parce que c'est ça le fond de l'affaire pour vous, Sophie Audugé, finalement, cet acharnement que vous dénoncez? Écoutez, franchement, là aujourd'hui, je vois pas quelle autre raison il y aurait. Puisque si vous voulez, on a eu quand même le contrôle le plus intense qui n'ait jamais existé pour une association de notre taille. Hein. Je veux dire, on récolte finalement peu d'argent, on représente beaucoup de gens et surtout on a un propos totalement indépendant. Mais enfin, mobiliser autant de fonds, on s'est retrouvés, on a fait quand même 2 réunions avec à la Cour des comptes, on avait 25 magistrats autour de la table. 25 magistrats, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a coûté pour finalement arriver à conclure. Alors évidemment, hein, quand vous regardez le rapport de la Cour des comptes, vous voyez des choses. Mais des choses qui sont d'abord totalement des interprétations, et puis qui, sur le fond, finalement, il ne reste rien. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à une association qui défend l'instruction, qui défend l'école, si ce n'est tout simplement d'exister Finalement, c'est que vous allez à contresens, à contre-courant, pardon, de l'idéologie que vous dénoncez. Finalement, vous estimez que c'est ce combat que vous menez qui est effectivement la rançon de la résistance, du moins, à une certaine idée de l'éducation que vous défendez. C'est ça pour vous? Écoutez, ça fait 20 ans qu'SOS Éducation écrit sur les politiques éducatives. 20 ans qu'SOS Éducation s'oppose à des politiques éducatives, qu'elles soient de droite ou de gauche, en disant exactement ce qui va se passer. Ce qui est aujourd'hui la situation de l'école, le désastre annoncé de l'école, SOS Éducation l'a écrit, l'a décrit depuis 20 ans. Et là, on en a les preuves. On est la seule association en France, qui analyse et critique et explique concrètement ce qui va se passer si les politiques éducatives qui sont annoncées sont mises en œuvre. Et tout ce qu'on a annoncé, c'est produit. Donc, quelque part, tirer un trait, si vous voulez, sur SOS Éducation, ce serait c'est bien dire, bougez-vous, voilà, ça va pas exister. Parce que j'irai encore plus loin, Sophie Audugé, puisque non seulement vous avez décrit le scénario de ce qui allait arriver, mais vous expliquez les dessous des cartes. Parce qu'avec le rapport dont vous parliez tout à l'heure, le rapport d'infiltration de certaines associations auprès de l'État, c'est gravissime. Évidemment que ça gêne ce petit monde-là. Et je voudrais préciser sur l'acharnement, Nicolas Vidal, c'est donc Maître Xavier Delsol, l'avocat qui suit l'association SOS Éducation, qui conseille cette association, mais qui est également conseil d'énormément d'associations non lucratives et pionnier de cet accompagnement des associations non lucratives. Donc quand même une pointure en la question qui dit « En 40 ans de spécialisation en droit fiscal, je n'ai jamais vu ça. Un cumul de contrôle aussi sévère dans une telle ambiance de suspicion et de haine pour une si petite association, c'est inédit. » Et là, c'est quelqu'un qui est certes parti dans l'affaire, mais également qui travaille depuis 40 ans dans ce milieu-là. Il n'a jamais vu un tel acharnement. Donc moi, je pense que l'acharnement, il est clair, il est observé. Mais en plus, on n'a pas parlé de la fin de l'affaire, parce que là, on parle de la Cour des comptes, qui finalement a accouché d'une souris, mais derrière, il y a encore une autre affaire qu'on vient vous ramener. Alors oui, il y a effectivement... Finalement, là, ils n'ont pas réussi à vous écraser. Non, ils n'ont pas réussi. On a donc le contrôle fiscal, et puis on a également eu la CNIL. Hein. On a tout de suite. Donc, si vous voulez, ça a duré 3 ans et demi. Donc, ils ont... non, mais ça veut quand même déjà dire qu'avec tous ces contrôles, mais qui sont énormes, vous êtes, on dit pas irréprochable, mais très propre. Alors écoutez, en tous les cas, oui, s'il y avait eu vraiment quelque chose de croustillant, il n'y a aucun doute. D'abord, ça serait sorti. Nous-mêmes, on l'aurait découvre, parce que bon, faut être clair, moi j'arrivais, donc je veux dire, vous en plus, vous saviez pas où est-ce que si vous voulez, à un moment, vous dites peut-être, mais genre, vous savez pas, hein, tant que ça n'a pas été fait, vous ne savez pas. Donc en l'occurrence, ils n'ont rien trouvé, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est la manière dont ils ont pu manipuler l'information. À la fois, ils ont considérer qu'on n'était pas du champ éducatif de manière totalement arbitraire. Ça veut dire que quelque part, si des contrôleurs peuvent dire qui relève du champ éducatif ou qui ne relève pas, ça veut dire que concrètement, SOS Éducation, depuis août 2020, on n'émet plus de reçus fiscaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'émettre des reçus fiscaux, parce que quand on a reçu ça, nous, on a arrêté. Beaucoup trop dangereux. Donc on a perdu au moins un tiers de nos dons.
On est d'accord, depuis Ouais, déjà ouais. 2 ans, Ouais. d'accord. On a obtempéré, on n'avait pas le choix en fait. Ouais. Donc ils nous disent vous n'êtes pas du champ éducatif. Donc, Maintenant, ouais, voilà. donc aujourd'hui on aimait plus. ils ont le dernier mot là-dessus. On aimait vous ne plus. pouvez rien faire. Ah bah sur si, ce on va sujet. attaquer. Mm. Mais encore faut-il qu'on attaque si Oui, vous puis voulez. il faut attendre Donc, encore combien d'années. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite ils sont allés rechercher un courrier entre Luc Châtel, Éric Woerth et Roselyne Bachelot, qui est quand même incroyable, un échange entre ministres qui a priori avait envie d'en découdre avec SOS Éducation et fait du prince. Ça montre quand même que vous dérangez. Alors on a dérangé tout le temps. Ce courrier qui parle de vous. Oui. Donc on voit 3 ministres qui discutent de Alors, votre cas. en fait, Luc Châtel écrit à Roselyne, Luc Châtel à l'époque ministre de l'Éducation nationale, auquel SOS Éducation s'oppose sur un certain nombre de politiques éducatives, notamment une dont vous Oui, vous mais souviendrez voilà. certainement. Après, vous cherchez la petite bête. Hein. dont vous vous souviendrez certainement, c'était qu'il voulait payer les élèves qui venaient en classe dans les lycées professionnels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 10 000 € donnés au lycée professionnel quand les élèves y venaient en classe. Donc ça, évidemment, SOS Éducation s'était opposé à ça, ça n'a pas plu. Donc Luc Châtel, il a écrit à Roselyne Bachelot, qui est alors ministre de la Santé. On ne sait vraiment pas pourquoi il écrit à Roselyne Bachelot, hein, Oui. qui, elle, renvoie le truc à Éric Woerth. Qui, Éric Woerth, répond à Luc Châtel, écoutez mon ami, en regardant à la lecture de l'objet social de l'association, cette association ne peut pas émettre de reçus fiscaux parce qu'elle ne transmet pas de savoir. Hop, voilà, dégagé. Nous, on reçoit Mais ça. Sophie Audugé, Oui. comment vous avez obtenu ces échanges entre ministres? Alors, ceux-là, nous, on les avait eus, si vous voulez, et on les a donnés. En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que la Cour des comptes, quand ils sont arrivés, ils ont pensé qu'on allait cacher des trucs. Mais nous, on n'a rien caché. On a tout donné. On a dit, bah voilà, en 2010, Éric Woerth a écrit ça à Luc Châtel. Luc Châtel a envoyé une copie à l'association. Et l'association, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a envoyé à son avocat, en disant à son avocat, maître, on est en 2010, hein, il y a plus de 10 ans quand même, hein. Maître, voilà, on reçoit ce courrier de Luc Châtel, qu'est-ce qu'on fait? Qui vous est même pas Qui directement ne nous est adressé. pas adressé en fait. C'est Qui nous est juste pas une adressé. copie d'un C'est échange. Coupé d'un échange. Ouais. Et donc notre avocat, Mais c'était maître quoi? C'était un Delsol. avertissement. Il y avait un mot Ah non, derrière pour vous non, c'était je vous informe que j'ai demandé, voilà la réponse, etc. Bon. J'ai demandé à la ministre de la Santé ce qu'elle en pensait. Non, mais voilà, c'est exactement Non, mais ça. De toute c'est- façon, je vais vous dire, tous les courriers, ils vont être mis en ligne sur notre site internet. Voilà, parce que nous, on joue la transparence depuis, tout est publié. Donc, on va le publier. On va les publier, ces courriers-là. Comme ça, il n'y aura pas de débat. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, SOS Éducation contacte son avocat, lui demande conseil. L'avocat, maître Delsol, déjà à l'époque, lui dit, écoutez, vous bougez pas. C'est un courrier entre ministres qui ne vous est pas adressé. Il n'a pas les formes requises parce que, je le redis, on est était censé normalement... vous passer quel message, ce courrier, enfin cette copie de courrier qui ne vous est pas adressée à l'origine? Écoutez, C'était un avertissement, une attention, vous êtes C'est ce en qu'on gros, a vous êtes dans pensé, notre mais on en viseur. recevait tout le temps, si vous voulez. L'association, depuis 20 ans, elle en a reçu. Quand c'était des ministres de gauche, elle recevait des attaques par la presse. Voilà. Quand c'était des ministres de droite, elle recevait des attaques par des contrôles. Voilà, l'association a eu au moins 2 ou 3 contrôles URSSAF, 2 ou 3 contrôles fiscaux en moins de 20 ans. Enfin, je veux dire, tout le temps, elle a été soumise à une pression puisqu'elle n'a jamais cédé à aucune position politique. Voilà. Elle a toujours eu un seul parti, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant et une instruction d'excellence, notamment dans l'école Mais publique. c'est déjà très Voilà. inquiétant là ce que vous dites, Sophie Audugé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, quand on ne va pas dans le sens du gouvernement, de quelconque parti que ce soit, vous êtes attaqué. Alors, vous êtes attaqué par la presse, et puis sur la presse encore, si ce n'était que ça, par des pressions notamment fiscales. C'est-à-dire que la fiscalité, mais là on touche un point gravissime, je pense, qui ne touche pas que vous, c'est que la fiscalité serait à ce point-là un instrument politique, Nicolas Vidal. Bah, c'est vraiment inquiétant là-dessus. D'ailleurs, heureusement que vous avez plus le compte PayPal, parce que vous avez vu que PayPal maintenant s'y met, fait des amendes aux gens qui ne rentrent pas dans la doxa à raison d'un prélèvement de $2 500. Peu importe. Oui, effectivement, ça peut être un moyen de pression. Là-dessus, moi, la question que j'ai envie de vous poser, Sophie Audugé, c'est comment ça se passe maintenant en Macronie avec d'une part Jean-Michel Blanquer, on en a parlé longuement sur cette circulaire, et avec Pape Ndiaye, comment ça se passe? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'administration, donc avec le gouvernement en place? Est-ce que ça s'est tassé ou est-ce que c'est toujours aussi conflictuel? Alors, nous, si vous voulez, la position aujourd'hui, elle est très simple, c'est qu'on dénonce ce qui se passe, qui est quand même absolument scandaleux et évidemment qui va à l'encontre de la liberté d'expression. Il faut savoir qu'il n'y a aucune raison qu'on empêche une association comme SOS Éducation de faire ce qu'elle fait. Sinon, on n'avait pas été là. Personne n'aurait dénoncé la circulaire Blanquer dans son usage à l'école. Ouais. Aujourd'hui, on a un recours au Conseil d'État qui demande l'annulation de ces circulaires sur des motifs véritables qui sont la liberté de conscience des parents, des profs, des autres élèves, etc. Et que si nous, on ne le faisait pas, personne ne le ferait. Mais il y a déjà eu une décision du Conseil d'État récente
mais alors, faudrait on pourrait en refaire une réunion que là-dessus, parce qu'en fait, elle ne portait que sur une question extrêmement restreinte, d'un point très restreint, c'est-à-dire le prénom d'usage en référence à l'article dans les cantines, etc. 6, en gros, je vais résumer très vite pour nos étudiants, mais on va pas rester là-dessus. Cette décision du Conseil d'État valide l'idée qu'il peut y avoir un changement de nom officieux, on va dire, sur les cartes de cantine, sur les cartes de bibliothèque, etc. C'est pas anodin quand même. Non, mais c'est pas anodin. Mais le recours a été fait sur un point très court de droit. Et la réponse du Conseil d'État sur le point de droit, elle est évidemment aberrante d'un point de vue idéologique, évidemment. Elle prend fait et cause pour cette idéologie, mais comme tout le monde dans le gouvernement, faut être clair quand même. Oui, voilà, non, mais sur le droit... Vous avez quand même bon espoir, vous, d'une décision. Nous, on espère que quand on parle de liberté de conscience des profs, des parents et des autres élèves, si vous voulez, on va être entendu. On espère aussi que dans cette liberté de conscience que je disais tout à l'heure, on va prendre en considération le stress éthique d'un enseignant qu'on contraint à soutenir une idéologie dont il sait résolument qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on lui demande de faire l'inverse de sa mission première, c'est-à-dire de protéger l'enfant. Enfin bon, si vous voulez, on espère quand même. Donc vous êtes encore en combat judiciaire. Là, il y a le Conseil d'État. Et nous, on va attaquer évidemment. Donc on va partir en justice pour faire respecter le droit. Et le problème qu'on a, c'est un problème purement financier, c'est-à-dire qu'on est. Oui, parce que là, on vous a coupé les vivres. On nous a coupé les vivres. On nous vole 1 600 000 euros d'argent qui ont été donnés par des personnes qui ont voulu soutenir le travail qu'on fait sur l'école, des personnes peut-être dans certaines qui sont décédées depuis, qui ont choisi de soutenir le combat des SOS Éducation en tant que contribuables. Et ça, c'est également quelque chose qui est bafoué dans notre affaire, c'est-à-dire qu'on bafoue la liberté du contribuable à soutenir les causes qu'il estime lui-même les plus importantes pour lui avec son argent qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit, écoutez, au-delà des impôts, la cause de SOS Éducation, de l'action éducative de SOS Éducation, ce que défend SOS Éducation, nous, on estime que c'est pas à défendre, en fait, voilà. Donc, en tant que contribuable, on vous donne pas l'autorisation d'utiliser vos impôts pour défendre cette cause-là qui est portée par SOS Éducation. Par contre, vous pouvez défendre d'autres associations, c'est-à-dire toutes les associations LGBTQ+, toutes les associations qui ont le droit d'émettre des reçus fiscaux et à qui on ne demande rien. Donc cet argent, il part où là ? Il part... L'argent de votre trésorerie. Alors nous, on a déjà l'argent versé... de ces gens qui ont donné pour vous en connaissance de cause et de vos combats. De nos travail, oui, absolument. On a déjà versé 1 million d'euros en juillet, puisque sinon il pouvait y avoir une saisie sur les comptes. Mais il est quoi ? Il est pour l'instant chez les impôts, en fait. Voilà. On a demandé un sursis de paiement pour les 600 000 euros restants. On va engager évidemment une action en justice, bien sûr. On a peu d'espoir, parce qu'évidemment, il faut 4, 5, 6, 7 ans. Alors, l'espoir qu'on a, et ça, je pense que ça serait mieux que ce soit Maître Delsol qui vous le dise, mais lui, il est très solide sur notre dossier. Donc, il est très confiant. Il aurait un si justice il y avait, mais on le voit depuis le début d'ailleurs, il y a un acharnement contre vous, mais à chaque fois qu'on arrive au bout du bilan, ils n'ont rien à retenir contre vous. Le problème, c'est est-ce que vous allez réussir à tenir l'association, c'est-à-dire à survivre financièrement avec ce que vous devez continuer de donner, le fait que vous n'ayez plus le droit de faire de reçus fiscaux, est-ce que vous allez réussir à tenir jusqu'à la fin du procès ? Non, c'est sûr que là, s'il n'y a pas... non, c'est sûr que si on n'a pas un fort soutien citoyen, des gens qui soutiennent financièrement notre association, éventuellement des gens qui sont peut-être des grands donateurs qui veulent soutenir notre action, si on n'a pas des grands donateurs demain, dans moins d'1 an, SOS Éducation n'existera plus. Et vu qu'on ne veut pas céder et qu'on ne cédera pas à la pression, on n'ira pas rechercher des subventions, on n'ira pas dans le sens de l'idéologie qui est portée aujourd'hui par le gouvernement, et on préférera mourir la tête haute, mais mourir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'SOS Éducation a toujours été une association qui rassemblait des gens qui avaient des petits moyens. C'est pour ça que on n'a pas de grands donateurs, nous. On n'est pas une association qui a comme tout fondé Radio Courtoisie, d'ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est sûr qu'on ne peut pas... des gens qui ont peu de moyens, et surtout dans le contexte économique actuel. Sophie Audugé, là, on se rend compte que finalement, les combats que vous portez, ils sont vraiment très, très loin, très opposés du nouveau ministre, Pape Ndiaye, qui, de ses premières déclarations dès le début de sa nomination, là, vous êtes vraiment à l'opposé sur le champ de l'éducation et sur l'avenir des enfants français, concrètement. Donc là, ça risque la pression, ou du moins le combat va être de plus en plus rude, en plus des problèmes judiciaires et des procès que vous avez en cours et des amendes que vous avez encore à payer. Oui, ça va pas s'améliorer. Non,
non, mais le combat, de toute façon, si vous voulez, le combat, il sera dur. Et je pense qu'SOS Éducation a encore plus sa place aujourd'hui qu'hier, avec Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale et puis avec le gouvernement qu'on a. Il faut quand même être clair aussi. On a un gouvernement qui est en dessous de tout dans tout ce qu'il s'agit de parler de l'école. Enfin, je veux dire, on le voit tous les jours. Il n'y a aucune autorité, plus d'autorité de l'institution, plus d'autorité des professeurs. Les professeurs ne veulent pas. En même temps, le candidat Macron, vous rappelez-vous, c'était en janvier 2017, avait dit il n'y a pas de culture française. C'était un discours de pré-campagne. C'était le candidat Macron à Lyon. Il avait dit il n'y a pas de culture française, il n'y a qu'une des cultures plurielles. Voilà ce qu'il avait dit. Bah oui, mais donc tout ça a une cohérence de ce point de vue. Et de son point de vue et dans ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont face à eux, en tout cas sur ce qu'il s'agit en ce qu'il s'agit de l'école et en ce qu'il s'agit de défendre une vision de l'école, notamment de l'école publique, ils ont aujourd'hui une seule association qui défendra bec et ongle les valeurs d'une école de Jules Ferry, c'est SOS Éducation. Ah oui, mais jusqu'à quand? Ce qui fait très peur dans ce qu'on comprend, c'est que vous êtes un peu, à part miracle de grand mécénat, donc pourquoi pas, s'il y a un grand mécène qui nous écoute, n'hésitez pas à contacter Sophie Audugé, SOS Éducation, mais à part ce miracle-là, votre association qui est une des rares à mener le combat qu'elle mène aujourd'hui pour sauver l'éducation, en gros, risque de mourir. Ah oui, bien sûr. Là, on arrive quand même à un résultat où les quelques rares associations qui ne sont pas des LGBTQ, influençables, machin, sont tuées. Mais oui, parce que si vous voulez, SOS Éducation ne touche pas de subventions. Donc elle fait et puis elle est victime d'un acharnement. Oui, mais bon, en même temps, si vous voulez, quand vous regardez les autres associations, qui prennent Vous pensez que vous êtes la seule association dans ce cas-là aujourd'hui à défendre l'école publique comme on la défend et à s'opposer aux politiques éducatives. À être victime d'un acharnement. Ah non, je pense pas. Non. Enfin, après, nous on les connaît pas trop bien parce que bon, si vous voulez, on commence juste à dénoncer cette affaire. Ouais. Moi, je pense, en ayant vécu de l'intérieur, ce que j'ai vécu au sein de SOS Éducation, et je n'y étais pas du tout préparée parce que je considère qu'on n'est plus dans un état de droit quand on voit ce qui s'est passé de la manière dont ça s'est passé. Oui, mais c'est pour ça que vous parliez d'état de droit tout à l'heure. Je vous disais, mais vous avez encore de l'espoir. Mais bon. Non, mais on essaye. On essaye de croire en notre justice. Il y a quand même des gens, il y a quand même des grands magistrats, si vous voulez, qui ont chevillé au corps les valeurs de la République. De la République, voilà. Faut espérer. Mais bon, si vous voulez, ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, quand vous vivez ça, vous vous dites mais le nombre d'associations qui peuvent être tuées dans la seconde avec ce genre de démarche. Ouais. Il faut bien savoir aussi, et ça également on le publiera, que Pierre Moscovici, vous en parliez Nicolas, qui a pris donc la présidence de la Cour des comptes, a écrit à Jean Castex en décembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, un courrier dans lequel il informe Jean Castex, à l'époque Premier ministre, qui lui dit « Écoutez, je suis très étonné. Je découvre qu'à la Cour des comptes, il existe un protocole de contrôle des associations qui seraient à contenu idéologique, sans définir ce qu'ils appellent contenu idéologique, qui n'est pas déclaré. » Attendez, redites, qui envoie ce courrier? Pierre Moscovici, qui vient de prendre la présidence de la Cour des comptes, écrit à Jean Castex, Premier ministre de la France. Il écrit son étonnement sur la question des associations en France. Donc, il découvre en prenant la présidence. Il découvre, effectivement, qu'il existerait un protocole de contrôle qui ne serait pas déclaré au bulletin officiel comme c'est l'obligation, c'est-à-dire au BOFIP, qui ne serait appliqué que pour des associations dont elles sont considérées, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment, ni sur quelle liste, à contenu idéologique. Et il lui écrit que c'est quand même un peu embêtant, qu'il serait bien de clarifier la situation, parce qu'on pourrait considérer, et je ne sais plus comment c'est formulé, c'est dans l'article de Victor, il explique qu'en fait, ça pose quand même des questions. Évidemment, on pourrait reprocher d'avoir une approche subjective, arbitraire de ces contrôles. Ce à quoi Jean Castex répond en gros, bah oui, c'est comme ça et ça ne changera pas. Voyant ces courriers échangés, SOS Éducation écrit à Jean Castex. Il lui dit, écoutez, nous, on a été victimes de ça. Nous, on affirme qu'on a été victime d'un protocole non déclaré au motif que vous auriez considéré que nous étions idéologiques. Et à ce titre-là, on estime que vous avez bafoué une liberté fondamentale et que vous avez bafoué l'engagement de déclaration des protocoles de contrôle. Bon. Évidemment, on n'a pas eu de réponse et on a écrit au président de la République, on a écrit au ministre Jean-Michel Blanquer, on a écrit évidemment au garde des Sceaux, on a écrit au ministre des Comptes publics, on a écrit à peu près à tous les ministres, tous les courriers sont publiés sur notre site internet et tout ça est resté évidemment lettre morte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France aujourd'hui, et ces deux courriers en sont la preuve, ils sont également publiés sur notre site. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il existe sans doute une liste, on n'en sait rien, mais en tous les cas, il existe une possibilité pour des associations dont on va considérer
donc en tous les cas l'administration fiscale, qu'elle serait à contenu idéologique, un système qui permet de remonter l'information pour faire un contrôle au niveau central, et qu'ensuite on peut appliquer des protocoles de contrôle qui ne sont pas déclarés au BOFIP. Ça, c'est une réalité, et ces deux personnalités publiques importantes l'ont remarqué. L'écrivent noir sur blanc. Je vais vous citer Pierre Moscovici donc dans cette lettre, c'est ça qu'il adresse. Alors, il dénonce donc cette doctrine d'appréciation des associations dites à contenu idéologique. C'est vrai qu'en soi, déjà, c'est une citation, entre guillemets. Elle repose, selon Pierre Moscovici, sur des bases juridiques fragiles, laissant une large part à l'appréciation, parfois subjective, de l'administration. Voilà ce qu'il dit et voilà de quoi il s'inquiète. Il y a de quoi, franchement, s'inquiéter. C'est-à-dire, on est en pleine subjectivité. Et donc, voilà une arme, là, mais tout est clair, en fait, Sophie Duget. Voilà une arme contre des associations idéologiques, qui en tout cas pourraient avoir une idéologie qui irait contre celle du gouvernement. Ah bah, c'est évident, et très clairement, quand vous vivez ce que moi j'ai vécu de l'intérieur, c'est-à-dire ces 3 contrôles successifs, mais également qui se chevauchent, donc en même temps, avec des formes de pression et de harcèlement moral qui sont inouïes. J'en citerai une, la fin du contrôle de la CNIL. Enfin, les dernières venues de la CNIL, ils passent la journée, c'était le jour de l'hommage à Samuel Paty. Je suis arrivée le matin, je leur ai dit, moi, je veux aller à l'hommage de Samuel Paty, c'est important pour moi. Donc, ça veut dire qu'à 6h moins le quart, je dois être partie. Ils m'ont tenu jusqu'à 6h moins le quart. À 6h moins le quart, ils m'ont demandé de signer un document sans lire si je voulais partir à l'hommage de Samuel Paty, ce que j'ai évidemment refusé. Voilà. Oui, c'est vrai que... Ouais. Nicolas Vidal, une dernière question. Une dernière question avant de clôturer cette vidéo. Ben oui, bien entendu, ce témoignage est stupéfiant, je l'ai déjà dit, mais ça montre effectivement que quand on s'oppose à une certaine forme d'idéologie, que ce soit dans l'éducation, sur le côté économique, sur toute une foule de sujets, on se met au foudre. Il y a des foudres qui peuvent tomber gravement, et une nouvelle fois, ça pose la question fondamentale de l'état de droit, ça pose la question fondamentale de la liberté d'expression, ça pose la question fondamentale également de la liberté d'informer, et ça devient de plus en plus compliqué, et on voit que ça s'accélère depuis qu'Emmanuel Macron est là, malheureusement, et qu'il y a quand même des gens, on en parle depuis ce matin, que quand même les Français devraient se saisir de ça et qu'il va falloir vraiment se réveiller si vous voulez vivre dans un pays démocratique, ce qu'il n'est plus tout à fait. Mais c'est ça le plus désespérant, c'est qu'il y a des Français qui s'en sont saisis, qui ont même envoyé de l'argent quand même, c'est pas rien, bien surtout sûr, dans les temps qui courent, à SOS Éducation, mais cet argent est d'un seul coup confisqué pour des raisons, on l'a compris, enfin moi je le comprends comme ça, je donne mon avis, idéologique. Eh bien merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Duget, je rappelle que vous êtes délégué général de SOS Éducation et donc vous aurez compris, chers auditeurs, que SOS Éducation est aujourd'hui la victime d'un acharnement total, notamment du fisc, mais on l'a compris même plus large, du gouvernement contre son association et son combat surtout. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.